Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors voilà donc une question qui peut choquer, en tout cas au moins surprendre. Et moi la première fois qu'on me l'a posée, j'ai été vraiment surpris, effectivement. Et puis on me l'a reposée une autre fois, et peut-être encore d'autres fois. Donc du coup je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser par là. A priori on ne se pose pas la question sur d'autres instruments. Alors pourquoi sur la cornemuse? Pourquoi pour la cornemuse? J'avance deux séries d'hypothèses. Les voici. D'abord des hypothèses techniques, et puis d'autres un peu plus légères. D'abord, il y a la gamme de l'instrument, la cornemuse écossaise, qui est une gamme de type mixolydien. Ensuite, il y a le diapason, c'est-à-dire la hauteur de l'instrument. Alors ça, c'est sans doute la distorsion qui a le plus d'effet. Pourquoi? Parce que les chanters, donc les tuyaux mélodiques de la cornemuse, sont souvent tournés, sont souvent fabriqués sur un diapason supérieur à 450 Hz. Or, vous savez que notre base en musique occidentale, c'est le La à 440 Hz. Donc on a de base un instrument qui est beaucoup plus haut que la normale, et évidemment ça peut choquer beaucoup d'oreilles et donner l'impression d'une part que notre instrument joue faux, ce qui est en partie vrai par rapport à cette fameuse norme de 440, et ensuite que s'il joue faux, c'est parce que certainement il ne doit pas pouvoir s'accorder. D'une part, il y a l'image dévalorisée de la cornemuse, de l'instrument. Ça, c'est quelque chose qu'on traîne fatalement, un peu comme tous les instruments qui sont devenus des instruments de musique populaire. Il faut se souvenir qu'en France, et en particulier en Bretagne, et c'est peut-être le cas dans d'autres pays également, les binious, de manière générale, tous ces instruments avant populaires, étaient devenus complètement ringards entre les deux guerres. Alors on a eu depuis, évidemment, plusieurs vagues de renaissance celtique qui ont permis de corriger cela, mais en partie seulement. Je dirais quelque part que le mal était fait, que le doute était installé. Et ça m'a été confirmé plusieurs fois, de façon au moins indirecte, par nombre de musiciens que j'ai pu croiser. Alors ça n'a pas été fait dans l'intention de choquer ou quoi que ce soit, mais il y a toujours eu une certaine forme de condescendance vis-à-vis de la cornemuse, la plupart du temps par méconnaissance. Certains allaient même jusqu'à avancer que la cornemuse était un instrument facile. En tout cas, image dévalorisée, donc instrument plutôt fruste, et donc fatalement, en plus, comme à l'oreille il semble sonner faux, ça doit certainement pas pouvoir s'accorder. La cornemuse n'est pas un instrument comme les autres. Si vous prenez un piano par exemple, une fois que le piano est accordé, vous jouez dessus à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous recommencez le lendemain, le surlendemain, etc., que sais-je encore, les notes seront toujours à la bonne justesse, on va dire. Pas de ça avec la cornemuse. Non seulement, au cours d'une même session, votre accord peut varier, donc il est nécessaire de le recontrôler, mais même si vous jouez dans des conditions idéales, des conditions atmosphériques, etc., idéales, qui vous permettent à votre accord de rester stable, de toute façon, le lendemain, il faudra recommencer. Soit parce que vous aurez changé de combinaison d'anches, de chanter et de bourdon, soit simplement parce que c'est le lendemain et que les conditions de jeu auront évolué. Je pense à la température, à l'hygrométrie, etc. Et tout simplement, votre anche, chaque anche, comme c'est du roseau, il faut la préparer, il faut qu'elle trouve son équilibre. Il faut faire ce qu'on appelle stabiliser une anche avant de commencer à jouer. Donc cet accord, il sera à refaire tous les jours, et même plusieurs fois par jour de toute façon. Donc la cornemuse n'est pas un piano comme les autres. On peut se laisser surprendre. On peut se laisser surprendre en cours de prestation, soit parce qu'on n'aura pas eu un temps de préparation suffisant, soit entre deux airs, parce que simplement on n'aura pas eu le temps de se réaccorder. Et donc effectivement, quand on n'a pas pris le temps, quand on n'a pas pu prendre le temps de peaufiner notre accord et de bien le stabiliser,
eh ben, ça va sonner plus ou moins juste et on pourra donner l'impression aussi que décidément, là, cet instrument ne s'accorde pas. Et pourtant, oui, il s'accorde et de manière assez complexe même. Et je m'adresse aux sonneurs de cornemuse qui peuvent me regarder en ce moment. Dites-moi en commentaire donc si on vous a déjà posé cette question et peut-être la façon avec laquelle vous avez répondu ou réagi. Pour clore ce chapitre, au moins provisoirement, je vous invite à me suivre au studio. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'accord d'une cornemuse, mais je vais vous montrer les nombreux réglages qu'il y a à faire en fait de façon à accorder notre instrument. Et vous allez voir, c'est pas forcément si simple que cela. Commençons donc par le chanter, le tuyau mélodique, qui nous sert à interpréter la mélodie donc. Vous voyez là des différents trous, chacun de ces trous correspondant à une note de la gamme. Bon, il manque simplement l'anche, mais je ne vais pas vous imposer les détails du réglage aujourd'hui. Alors, on va être amené à équilibrer, ou comme on dit dans notre jargon, à balancer le chanter, c'est-à-dire à équilibrer la gamme du chanter. Pour cela, on sera éventuellement amené à disposer des scotch sur une ou plusieurs notes de ce tuyau, de façon à rectifier la hauteur de ces notes. Voilà, ça c'est pour le chanter. Ensuite, il y a les bourdons. Alors vous savez, les bourdons, ce sont les 3 tuyaux qu'on porte sur l'épaule gauche et qui servent à apporter une enveloppe, une harmonie à la mélodie de notre instrument. Alors sur ces bourdons, il y a 4 types de réglages, en fait 4 coulisses à manœuvrer de façon à accorder les bourdons avec le chanter. Je vous montre cela sur le premier bourdon, le ténor extérieur. Donc cette coulisse, on va être amené soit à la resserrer, à la descendre, si on veut rendre le bourdon plus aigu, soit à la desserrer, à la remonter, si on veut rendre le bourdon plus grave. Ce type de réglage sera à faire de la même façon sur le ténor intérieur. Et également sur les 2 coulisses qui composent le bourdon basse. Donc toujours, soit on remonte, soit on descend la coulisse selon qu'on veut rendre le bourdon plus grave ou plus aigu. Alors je ne vous cache pas que la coulisse supérieure, c'est celle qu'on manœuvrera le moins puisqu'elle est située le plus en hauteur par rapport à nous, donc le plus difficile à atteindre. Voilà. En résumé donc, très bref résumé, vous avez l'accordage du chanter avec ses scotch éventuels et l'accordage des 4 coulisses des 3 bourdons. Tout ceci compose l'ensemble de l'accord de l'instrument qui peut être parfois assez long à réaliser et à refaire, encore une fois, en fonction des besoins. Et donc oui, la cornemuse s'accorde bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.